Bonjour, vous êtes nombreux à suivre le 7e webinaire qu'on fait en collaboration avec l'IFBM. Donc l'idée, c'est de faire des webinaires plus techniques pour les brasseries. Et du coup, on vous présente le webinaire sur la lecture d'une fiche d'analyse de Malte par Marceau Paris de l'IFBM. Et si tu veux bien passer les slides, Marceau, je vous embêterai pas avec la présentation de Brasseurs de France. Je pense que vous la connaissez tous et toutes. Juste, on représente tout type de brasserie et on a à date 450 adhérents. Et on s'occupe de pas mal de choses, et notamment de tout ce qui est réglementation, valorisation de la filière et défense de la profession. Ah, c'était vraiment très rapide. Et je laisse Marceau continuer. Bonjour à tous, donc je suis Marceau de l'IFBM. Donc l'IFBM, c'est l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Donc c'est basé à Nancy depuis 1962. Avant l'IFBM, c'était les laboratoires de l'école de brasserie qu'il y avait à Nancy. Et ensuite, à la fermeture de celle-ci, il y a eu un besoin, pour les différents acteurs de la filière orge-malte-bière, d'avoir un institut, technique de référence, sur le territoire français. Donc c'est à ce moment-là que l'IFBM, est né, et sinon le reste de l'école de brasserie est toujours aujourd'hui une école en agronomie et en industrie agroalimentaire, en face, donc l'ENSAIA. Entre-temps, l'IFBM a créé une filiale, une filière, la filière Caltech, donc qui rassemble différents laboratoires, donc à la fois de l'analyse sur les matières premières, les boissons, donc des analyses qui vont être physico-chimiques, microbiologiques, et on a également un pôle, directement à Vendeuvre, donc au siège de l'IFBM, d'analyse sensorielle, donc tout produit, malt, et bière. Donc nos prestations, donc ça va être essentiellement donc de l'analyse, donc matières premières, bière, comme je vous ai dit, physico-chimique, microbio. On a un gros pôle de recherche et développement, sur des recettes, sur de nouveaux procédés, des études, assez pointues sur, par exemple, l'activité enzymatique qui se passe au moment du brassage. Voilà, des dossiers également sur les protéines, par exemple. Et voilà, des sujets, on va dire, un petit peu plus pratiques avec, aujourd'hui, la grosse mode, par exemple, du développement de boissons sans alcool ou, de bières sans alcool. Sinon, le reste de nos activités, donc particulièrement celles que j'exerce avec mes collègues, donc ça va être de la formation, donc, en brasserie, en malterie, en développement de boissons sans alcool, pour tout niveau. Donc nous entrons dans le monde de la brasserie et des fermentations, tout comme des accompagnements un petit peu plus personnalisés, sur des, focus, vraiment pratiques qui vous importent. Par exemple, on va faire un focus sur la filtration, un focus uniquement sur le bloc chaud, et cetera. Et également une activité d'audit, donc dans le but d'accompagner les brasseurs, voilà, sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, au quotidien. Donc voilà, ça peut commencer avec simplement un coup de téléphone, des échanges, et au besoin, on se déplace le temps qu'il faut, sur site. Donc voilà, quelques exemples de brasseries, qu'on a pu accompagner, donc à la fois à l'échelle, craft, mais également à des échelles un peu plus importantes. Donc aujourd'hui, comme a présenté, Élise, on va faire un webinaire, donc sur la lecture finalement d'une fiche d'analyse de Malte, et à quel moment on va être capable d'interpréter certaines mesures qui auront été, faites sur cette fiche pour, optimiser, on va dire, notre brassage. Donc le contexte, c'est qu'il faut prendre vraiment, le malt comme c'est une matière première dans la bière. Donc, au moment de son achat, la sélection de son malt, il faut vraiment pas prendre cette matière première comme une simple commodité, comme on achèterait du carton, du verre, si on parle du conditionnement de notre bière à la fin. Donc voilà, c'est une matière première, vivante, donc qui va avoir des qualités qui vont varier selon la saison, selon la qualité des récoltes, selon la région, dans laquelle a été cultivée initialement l'orge. Ensuite, justement, c'est le malteur qui va intervenir. On avance, d'un cran dans la filière, et à ce moment-là, le malteur va devoir déjà, planifier un petit peu son barème de maltage
en fonction des caractéristiques et des différentes analyses qui ont été faites sur l'orge en amont. Donc il va avoir un barème, au cours duquel il devra être capable de s'adapter en fonction de des différentes propriétés de l'orge, initialement. Et ensuite, nous, en tant que brasseur, idem, on achète du malt. Donc à ce moment-là, il est toujours intéressant et on va vous conseiller fortement à la suite de ce webinaire, de porter une attention particulière au bulletin d'analyse que le malteur est en mesure de nous fournir et qui est important donc de regarder avant même d'utiliser un nouveau lot de malt. Donc malgré que ça soit toujours, par exemple, un malt Pils de Rand-Pratan, étant donné que ça a été une matière vivante en amont, et cetera, il aura peut-être pas les mêmes propriétés, le lot qu'on vient de recevoir, par rapport au lot qu'on a reçu, 2 mois précédemment. Donc en sommaire, ce qu'on va voir un petit peu pendant cette session, donc on va faire une rapide slide sur le procédé de maltage. Ensuite, donc, ce qui nous intéresse, on va voir une fiche d'analyse de malt. Donc là, ça sera un exemple, un exemple d'un malt qui a été analysé donc, chez nous au sein des laboratoires Caltech. Donc ça sera juste pour vous montrer finalement les différents critères qu'on va pouvoir retrouver sur cette fiche. Et ensuite, on les abordera, un par un, au moment du chapitre sur les caractéristiques d'un malt. Ensuite, ce qui est aussi important pour vous en tant que brasseur, bah, ça va être l'influence de ce malt. Comment réussir à piloter nos différentes étapes du process au bloc chaud pour pallier, certains paramètres qui pourraient poser problème si on n'aurait pas une action de correction au moment du brassage, ou comment interpréter justement certains problèmes qu'on pourrait observer pendant notre journée de brassage au bloc chaud. Et enfin, on tirera une petite conclusion, de cette session. Donc le malteur, au départ, il va donc récupérer une orge qui, en amont, donc aura été récoltée par l'agriculteur, qui aura été stockée au sein des organismes stockeurs des différentes coopératives. Et l'orge, aujourd'hui, finalement, on récupère davantage d'orge de qualité fourragère que d'orge de qualité brassicole. Voilà, tout simplement parce que l'orge de qualité brassicole doit répondre à un certain cahier des charges, à certains critères, notamment en termes de protéines, par exemple, pour, être classifiée comme orge brassicole. Donc à ce moment-là, une fois que l'orge est récoltée et qualifiée comme orge brassicole, le malteur va pouvoir acheter cette orge et va essayer de faire également en amont, donc une analyse pour derrière être capable de déjà interpréter, avoir une idée de la matière première qu'il va avoir, à ce stade. Donc il va falloir faire un échantillage, suffisamment homogène par rapport à la quantité d'orge qui va être reçue, voilà, pour avoir une analyse critique, de la qualité entrante au sein de la malterie. Ensuite, les différentes étapes de maltage, donc il y en a principalement 4. Donc ça va être la trempe, la germination, le touraillage. Ensuite, selon le malt qu'on veut faire, si on fait un malt, par exemple, coloré, on peut avoir une étape de torréfaction, et derrière, le dégermage, c'est également une étape assez importante. Donc au moment de la trempe, l'objectif, du malteur, ça va être d'initier la germination. Donc pour initier la germination, il va, mettre l'orge pour faire ce qu'on appelle des sous-eaux et des sous-aires. Donc avec pour objectif donc d'hydrater le grain. Donc commencer par hydrater l'embryon, et à partir du moment où l'embryon commence à être hydraté, à ce moment-là, l'endosperme, c'est-à-dire toute notre réserve amidonnée, où on va retrouver l'amidon, va commencer également à s'hydrater. C'est quelque chose qui va être essentiel. C'est à ce moment l'initiation de la germination, et pour l'observer, il y a différents outils, qui sont utilisés par le malteur. Donc par exemple, ce qu'on appelle le suivi de trempe. Donc le malteur va pardon, l'indice de trempe. Le malteur va couper le grain, dans le sillon du grain d'orge, et va observer la diffusion plus ou moins importante de l'humidification de l'embryon et derrière de l'endosperme. Derrière, il y a aussi tout simplement, l'odeur qui se dégage au niveau de notre cuve de trempe, et également l'humidité du grain. Derrière,
Donc, une fois que le grain est ce qu'on appelle piqué, c'est-à-dire qu'on voit que la radicelle commence à pointer le bout de son nez au niveau de notre grain, on peut passer à l'étape donc de germination. Là, la germination va également être essentielle. Donc notre grain, on fait bien attention pendant la trempe à ne pas le noyer. Donc entre les phases de sous-eau, sous-air, l'embryon est toujours vivant à ce moment-là. Et pendant la phase de germination, on va avoir la sécrétion d'une hormone de la part de notre embryon, une sorte d'hormone de croissance qui s'appelle l'acide gibérylique. Cet acide gibérylique, il va se diffuser au niveau de la couche à neurones. Donc c'est une couche qui entoure tout l'endosperme. Elle va se diffuser, donc voilà, sur tout le périmètre de notre réserve d'amidon. Et en ce moment-là, il va y avoir une synthèse, qui va se faire entre la couche hyalurone et cet acide gibérylique. Synthèse d'enzymes qui vont être diffusées dans l'endosperme. Parce que s'il y a bien une chose à retenir du travail du malteur, c'est que son objectif, ça va être de fabriquer des enzymes qui vont être fonctionnelles dès la germination, mais surtout des enzymes amylolytiques, donc qui vont dégrader l'amidon, que le brasseur va rendre fonctionnel pendant ses différents paliers de macération. Donc à ce moment-là, voilà, des enzymes vont être produites et vont, pour certaines, déjà travailler. On pense par exemple à l'enzyme la bêta-glucanase, qui va permettre de dégrader les bêta-glucanes, qui sont des sortes de fibres, qui, encapsulent finalement, les grains d'amidon qui derrière nous donneront, des sucres fermentescibles et non fermentescibles. Donc pareil, on va suivre notre germination, donc sur une période plus ou moins longue, selon la qualité de l'orge qu'on a reçue au départ. Et on aura différents, indices de suivi. Donc pareil, maintenir une certaine humidité, toujours l'odeur au niveau de notre cuve de germination, la désagrégation du grain, parce en fabriquant finalement, en activant ces bêta-glucanases, on va avoir un grain qui va devenir de plus en plus friable et qui va également se désagréger. On va observer également la longueur de la plumule. Donc la plumule, c'est ce qui pourrait donner, si on plantait finalement notre grain, la future plante. Donc ça, on va observer le développement de sa longueur et on va également observer le développement, la longueur des radicelles, tout en faisant attention à ce que ces radicelles ne deviennent pas trop importantes parce que plus ces radicelles finalement se développent, plus elles deviennent grandes, plus notre réserve au sein de notre grain est en train de s'affaiblir, donc pas intéressant pour le brasseur. Ensuite, on aura l'étape de tourraillage. Donc, à la fin de la germination, on est sur un grain autour des 42-44 d'humidité. Donc, derrière, gros problème pour le stockage de ce grain au sein des organismes stockeurs ou même du brasseur. Et on a des enzymes qui sont encore un embryon qui est encore vivant. Donc, on va faire l'étape de tourraillage qui va avoir pour objectif déjà principal de sécher notre grain. On va le sécher à des températures, au départ un gros palier autour de 50 degrés, avec une petite montée à 65 degrés pendant 2 jours. Donc qui va nous permettre donc de stopper l'embryon et les activités enzymatiques et également donc de diminuer, fortement l'humidité de notre grain pour avoir à la fin un malt à une humidité autour de 4-4,5. Et derrière, on va faire ce qu'on appelle le dégermage, donc qui est également une étape super importante. Donc c'est dégermage, mais on va retirer les radicelles. Donc à ce moment-là, notre grain est suffisamment sec, à une humidité suffisamment faible. Donc le radicelle se casse assez rapidement. Des fois, même pendant le tourraillage, les radicelles vont se casser uniquement lorsque les grains vont s'enchevêtrer les uns envers les autres. Et sinon, on a juste des systèmes avec, par exemple, une petite brosse qui permet de brosser le grain et donc d'éliminer ces radicelles. Important d'éliminer ces radicelles parce que dans ces radicelles, on va retrouver pas mal de composés type NDMA, donc qui sont des composés qui peuvent être cancérigènes. Et ensuite, donc, on récupère notre malt. Donc, on va également refroidir aux alentours de 30-35 degrés avant, derrière de l'empacter. Pourquoi on le refroidit également? Parce que pendant le tourraillage, on va avoir donc, une sorte de réaction de Maillard où notre grain va à la fois prendre de la couleur et avoir une certaine aromatique un petit peu biscuitée qui va se créer. Et le fait de refroidir notre grain,
on va permettre d'éviter le maintien de cette réaction de Maillard et éviter que le grain prenne encore de la coloration supplémentaire. Donc ici, vous avez donc juste un exemple d'une fiche d'analyse de malt avec différentes caractéristiques qu'on va voir juste après. Donc là, une fiche d'analyse qui vient voilà, de chez nous, du laboratoire Caltech. Donc là, ici, c'était un malt, par exemple, de Siran hiver qui a été envoyé. Donc on voit qu'il y a quand même plusieurs paramètres qui sont décrits, qui sont peut-être pas forcément simples à interpréter comme ça de première vue. Donc on va essayer de les décrypter un par un pour que ça soit plus parlant pour vous et pour que vous puissiez agir et comprendre ces différents paramètres. Donc là, c'est une petite classification qui a été faite, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pour un petit peu classifier justement ces différents paramètres, ceux qui vont vraiment nous être, on va dire, primordiaux par rapport à ceux qui ont une valeur, mais qu'on n'est pas obligé de connaître sur le bout des doigts et de maîtriser. Par exemple, tout ce qui est NDMA, mycotoxines, métaux lourds, ça va être surtout finalement un travail en amont du malteur. Et pour nous, en tant que brasseurs, bah, les paramètres les plus importants à surveiller, ça va être essentiellement ceux qui sont ici classifiés dans les encadrés débutants et avancés. Donc le type d'orge, bien évidemment, l'humidité, qui a une importance primordiale liée à l'extrait. Donc ces deux paramètres vont avoir un impact direct pour vous en tant que brasseur sur le rendement. La couleur du grain, donc estimée en EBC. Le taux de protéines, on verra où il y a une corrélation pardon, entre l'extrait du malt par rapport au taux de protéines de celui-ci. Et d'autres paramètres également essentiels, donc la granulométrie. Cette granulométrie, pareil, elle est déjà mesurée par le malteur lorsqu'il reçoit l'orge. Et finalement, c'est la même granulométrie qu'on va chercher à avoir au niveau de la brasserie. Donc en soi, le travail est plus ou moins déjà effectué par le malteur en amont. Le pouvoir diastasique, c'est-à-dire l'activité de nos enzymes amylolytiques qu'on a dans notre grain, donc le travail des enzymes, le travail du malteur tout simplement. Les protéines, donc protéines totales qu'on a vu dans l'encadré juste avant, débutant, donc qui vont également être importantes, qui vont nous donner différentes informations, donc à la fois qui peuvent avoir un impact pardon, sur la mousse de notre bière, sur la présence d'acides aminés qui vont servir à la nutrition de la levure. Les enzymes, pas oublier que ce sont des protéines, donc également sur la capacité de notre malt à être riche ou non en enzymes. Et avoir un impact également sur le trouble. On verra qu'il y a également une ligne sur les protéines solubles, mais nous, une mesure qui est ultra importante également, donc c'est cette fameuse teneur en FAN, donc c'est free aminoacides, donc acides aminés libres, qui sont directement impliqués dans la nutrition de notre levure. Donc notre levure, elle va être contente si on a dégradé l'amidon en différents sucres simples ou complexes, mais également pour permettre une bonne multiplication, pour qu'elle soit dans un environnement propice à la multiplication et à son métabolisme. Il va lui falloir également des sources azotées, donc ces fameuses FAN. Les teneurs ici précisées bêta-glucane, donc qui vont être liées à la dernière mesure incluse dans cet encadré avancé, liée à la viscosité. Donc les bêta-glucanes, ce sont des sortes de feuillets de fibres qu'on va retrouver au sein de notre endosperme et qui voilà, vont directement être liés à une certaine viscosité de notre mèche qui pourrait poser problème, donc notamment au moment de notre filtration. Ici, certaines caractéristiques attendues entre différents maltes. Donc ici, un premier malt à gauche de rang de printemps et à côté, on retrouve un malt Siran hiver. Donc Siran hiver, qui est un des maltes qui est essentiellement finalement produit en France. C'est une des caractéristiques de la France. C'est pour ça qu'on est le premier pays exportateur de malt au monde, parce qu'on est un des rares à produire du Siran d'hiver. Donc la différence entre le DO, on retrouve souvent un peu plus de protéines au niveau d'un malt de Siran d'hiver. Et du fait de ce taux de protéines un peu plus élevé, on a un extrait fine mouture qui est un peu plus bas au Siran d'hiver par rapport à du Deran de printemps, qui est souvent utilisé en brasserie. Et
De par ce taux de protéines un peu plus élevé, on retrouve également un pouvoir diastésique, pardon, un peu plus important également. C'est-à-dire une activité enzymatique, une activité des enzymes amylolytiques un peu plus intéressante. En contrepartie, malheureusement, on retrouve un peu plus de bêta-glucane, donc potentiellement une mèche qui derrière sera un petit peu plus visqueuse par rapport à une mèche faite uniquement, avec du malt de rang de printemps. On va aborder donc maintenant les caractéristiques, plus ou moins une par une, les différentes caractéristiques qu'on vient de voir sur, un exemple de fiche d'analyse, malt. Donc une notion importante, c'est l'extrait. Donc chaque céréale va amener une quantité d'extrait donc qui va être plus ou moins différente. Donc là, en parlant d'extrait, ça va être tout ce qui va être solubilisé, finalement dans notre mèche. Donc essentiellement, on va retrouver, ce qui va nous intéresser nous, des sucres qui vont nous permettre donc, avec la levure de produire de l'alcool et également du corps à notre bière avec les dextrins. Donc cet extrait, il va être important. On a vu que, par exemple, il était un peu plus faible dans du Siran, d'hiver par rapport à du Deran de printemps. Chacune de ces sources amylacées, finalement, va être capable de nous apporter un extrait, donc qui sera plus ou moins important. On voit, par exemple, du flocon d'avoine qui aura un extrait relativement faible par rapport à un malt Pils et le malt de blé qui nous apporte un extrait plutôt similaire, légèrement plus important. Et une autre notion qui sera vachement importante, vous, calculer finalement derrière votre rendement de brassage, ça sera également l'humidité. Donc là, c'est tout simplement pour vous dire que quand vous achetez, par exemple, ici, 100 kg de malt, vous n'allez pas derrière récupérer, 100 kg d'extrait. Ça, c'est une notion qui est importante et votre rendement sera directement lié à la qualité de l'extrait de votre source, amylacée et également à son taux d'humidité. Ouais, ici, pour calculer sur l'exemple du Pils, 2RP, l'extrait finalement total que j'aurai, disponible, voilà, on va dire en théorie au moment de pour la macération et ben il faut que je tienne en compte mon humidité. Donc ici, 4,8. Donc mon extrait va être inférieur par rapport à si j'avais un mâle qui aurait zéro d'humidité, ce qui n'est pas possible. Et je multiplie également donc ce premier ratio avec l'extrait fine mouture de mon grain. Et à partir de cette multiplication, on voit que finalement, à partir de 100 kg de malt, bah, je n'aurai que 77,11 kg d'extrait disponible. Ensuite, pour calculer mon rendement, le rendement de ma salle à brasser, bah, il suffit que je fasse un ratio entre l'extrait que j'aurais récupéré dans mon mou, donc donc tous ces échanges, toute cette transformation de l'amidon va se passer à la macération. Donc je peux finalement déjà quantifier, l'extrait que j'ai récupéré dans mon mou, fin d'ébullition, une fois que j'ai vraiment un volume, qui devrait être plus ou moins stable, ou alors à partir du mou que j'ai, entonné dans mon fermenteur. Donc je calcule finalement avec le volume que j'ai entonné par exemple, plus sa densité, je vais être capable à nouveau d'exprimer une certaine quantité d'extrait et si je fais un ratio entre cette quantité d'extrait entonné par rapport à la quantité d'extrait finalement disponible initialement à partir uniquement de mon malt, je peux avoir l'efficacité de ma salle à brasser et donc mon rendement de brassage. Donc voilà un exemple pour, justement vous clarifier tout ça. Donc voilà, si on prend l'exemple de ce malt A, donc une humidité de 4 avec un extrait de 82. Donc ce que vous voyez un petit peu l'encadré bleu, ça représente, finalement, l'eau de mon grain, enfin le grain entier. Ensuite, l'encadré jaune, le grain moins l'humidité et finalement l'encadré rosé, uniquement l'extrait que je récupère dans mon grain. Donc cet extrait, voilà, je le quantifie, donc ça va être on repart à nouveau sur 100 kg. 100 kg multiplié par 1 moins le taux d'humidité de mon grain, que je multiplie derrière par le pourcentage de mon extrait, donc ici 82 soit 0,82 et j'obtiens donc 78,7 kg. Hop, par exemple, je fais mon brassage et j'entonne, 5 hectolitres de mou à 12,5 degrés plateau. Pour transformer mes degrés plateau
en kilogrammes d'extrait, j'utilise une table qui s'appelle la table de Goldiner et Kleeman et qui me permet de me faire la conversion et de me donner une valeur en une valeur en kilogrammes par hectolitre, comme c'est indiqué donc sur la formule au milieu. Et ici, je vois donc que finalement, j'ai récupéré par ma macération 65,5 kg d'extrait. Donc en faisant le rendement, donc en mettant 65,5 kg sur 78,7 kg d'extrait soluble initialement à partir des qualités de mon malt, voilà, je me rends compte que j'ai un rendement de ma salle à brasser qui est de 83%. Donc la formule qui est indiquée au milieu, donc c'est une formule qui est valable par rapport donc au volume de mou entonné. Vous pouvez déjà faire ce calcul, au moment de l'ébullition comme je vous l'ai dit. Donc pour faire ce calcul, il faut donc, changer, le volume entonné par le volume que vous avez, en cuve d'ébullition et multiplier ce volume par, 0,96, ce qui correspond finalement au coefficient de dilatation des liquides. Comme vous êtes à 100 degrés, vous aurez un volume en soi qui ne sera pas, égal à votre volume de mou que vous aurez entonné à 20 degrés par exemple. Donc voilà ici sur l'intérêt, donc primordial finalement de l'extrait et de l'humidité derrière sur votre rendement de brassage. Ensuite, une valeur qui est assez importante et on achète souvent aussi, notamment des maltes spéciaux par rapport à ce paramètre, donc ça va être la couleur de notre malt. Donc il va être exprimé en EBC. On peut retrouver une autre valeur qui est, le lot Vibon, où vous avez la conversion qui est fournie, ou également une autre unité qui peut être utilisée, ça va être le SRM, donc c'est juste la couleur EBC, divisé par un facteur 2. Donc cette couleur, elle va être liée à la réaction de Maillard qu'il y aura eu pendant le tourillage, lors de le tourillage du malteur. Donc la réaction de Maillard, elle va être liée donc aux acides aminés, présents dans le malt initialement, avec, la présence de sucre et une réaction, à chaud. Et on pourra donc observer donc différentes températures liées, derrière un coup de feu plus ou moins important et à une étape de torréfaction. Une autre couleur qui est intéressante, qui peut être fournie dans certains bulletins, là ça devient déjà une notion un peu plus, avancée. C'est ce qu'on appelle la couleur KZ, qui elle aura une valeur un peu plus intéressante pour une estimation de la couleur finalement de votre mou. Donc cette couleur KZ, elle va davantage tenir en compte, l'étape d'ébullition. C'est-à-dire que c'est une couleur qui est évaluée, en laboratoire sur un mou conventionnel qui a subi une étape d'ébullition. Et donc voilà, cette couleur sera sûrement plus représentative pour vous de la couleur, de votre mou. Et donc si vous avez un bulletin d'analyse qui fournit à la fois la couleur EBC et la couleur KZ, vous aurez forcément une couleur KZ qui sera plus importante que la couleur EBC. Et cette couleur KZ, comme le dit la réaction de Maillard, donc elle est liée au brunissement des protéines et des sucres. Donc c'est-à-dire qu'elle va être également liée à la teneur en FAN que vous aurez dans votre malt. C'est-à-dire que pour un même malt, si vous avez un malt, pour 2 lots de malt avec le même EBC initial, par exemple le 3 EBC, vous pourrez avoir par contre une couleur KZ différente entre ces 2 malts si vous avez une concentration en FAN qui est différente entre ces 2 lots, malgré que la couleur EBC, elle, soit la même. Donc voilà, un paramètre qui peut être aussi intéressant. Les protéines, donc nous dans le malt, pardon, on va chercher à avoir un taux compris entre 9,5 et 11,5. Pourquoi pas inférieur à 9,5? Parce que sinon ça pourrait avoir un impact sur, la mousse de notre bière. Un impact sur la mousse de notre bière, ça pourrait être significatif qu'on n'ait pas suffisamment, d'acides aminés et donc on ait derrière une fermentation un petit peu plus languissante car, une source de nutrition un peu plus faible pour notre levure et également pas oublier que nos enzymes, font partie des protéines. Donc derrière on pourrait avoir une activité finalement, diastasique un peu plus faible. Et pas également un taux, supérieur à 11,5.
Voilà, pour éviter tous les aspects négatifs, d'une teneur trop élevée en protéines, c'est-à-dire l'apport d'un trouble excessif au niveau de notre bière, un manque d'extrait, je vous l'ai dit tout à l'heure et on le voit à partir de cette courbe à droite, plus on a une teneur en protéines qui augmente, plus on aura tendance à avoir un extrait qui à l'inverse diminue. Et souvent, si on a aussi beaucoup trop de protéines, c'est-à-dire qu'une partie des protéines initiales présentes dans notre grain d'orge, n'ont pas été dégradées en FAN, et donc on aura une friabilité, pardon, de notre grain qui sera un peu trop faible. Et nous, l'intérêt de la friabilité, c'est d'avoir un grain qui se désagrège, pardon, facilement et que toutes les ressources en amidon soient facilement accessibles, pour nos enzymes. Protéines solubles, une valeur qui est également fournie, donc souvent fournie, avec un optimum, nous pour un malt d'orge, autour de 3,5 et 4,5 et ces protéines solubles qui auront un rôle donc dans la mousse, dans le moulin de notre bière. C'est finalement toutes ces protéines qu'on va retrouver directement dans notre bière qui ne seront pas éliminées, au moment des drèches, de l'élimination des drèches, pardon. Et si en excès, un petit peu les mêmes contraintes, on va récupérer du trouble dans notre bière et on aura une certaine instabilité au niveau de l'organoleptique de notre bière. L'indice Colback qui va être tout simplement le ratio des protéines solubles sur les protéines totales. Donc on va chercher un idéal à 41% qui assurera donc une bonne désagrégation du grain. Les fans, ouais, j'ai évoqué quand même plusieurs fois, donc c'est vraiment un paramètre qui va être essentiel, finalement plus que d'avoir par exemple le taux de protéines solubles. Le taux de protéines total est super important, mais derrière ça va être les fans, une des notions qu'on va chercher à avoir et qui sera affichée sur notre bulletin d'analyse et qui nous permettra d'agir plus ou moins dessus. Donc les fans vont être produits essentiellement donc au cours de maltage, on l'a vu et on va chercher à ce qu'elles soient comprises entre 140 et 180 ppm. Elles vont permettre la nutrition de notre levure et comme on l'a vu précédemment sur la couleur KZ, elles vont également avoir un impact sur celle-ci, lié à la réaction de Maillard avec la réaction entre des sucres et des acides aminés à une température importante. Donc voilà, ces fans sont vraiment une notion ultra importante et plus on est sur un malt torréfié, en fait, pendant le tourrayage, on va sécher notre grain à des températures, autour au départ des 50-65 degrés, avant ensuite de faire ce qu'on appelle le coup de feu, donc qui va apporter l'aromatique et la couleur de notre grain. Mais nos enzymes sont essentiellement nos enzymes endogènes, sont très sensibles, à la température. Donc le fait de monter à des températures très importantes va fortement, dégrader finalement tout le potentiel enzymatique, qui s'est développé au cours de la germination. Donc c'est une étape assez critique pour le malteur, donc de faire attention selon le malt qu'il cherche à produire, de ne pas avoir, un tourrayage pardon, trop violent pour éviter de détruire, toutes les enzymes qu'il a pu produire en amont, malgré qu'il y aura forcément une perte due au coup de feu. Et donc, des maltes, plus touraillés, torréfiés, donc l'ensemble de nos maltes, des maltes colorés qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, auront souvent un taux de FAN inférieur à un malt Pils, qui lui aura eu un coup de feu moins violent. Donc c'est pour ça qu'avec des maltes, colorés, il est difficile de faire voilà, une bière avec un versement 100 malt coloré. À la fois parce qu'on n'aura pas suffisamment de nutriments pour notre levure, pour son développement et en plus de ça, ça risque d'apporter, ce tourayage et cette torréfaction de l'astringence à notre produit final. Les bêta-glucanes, donc c'est, des composés fibreux, donc on les voit sur cette photo, c'est un petit peu les feuillets qu'on voit, au-dessus et en dessous, de nos grains d'amidon dans l'endosperme. Donc c'est des molécules qui vont être structurantes, qui vont assurer vraiment ces feuillets et
qu'on va chercher, donc qui vont être dégradés par l'action des bêta-glucanases. Donc pareil, enzyme qui va être créé pendant la germination, qui va être synthétisée pendant la germination et qui va être déjà largement active au moment du maltage. On voit justement sur la photo, en dessous que ça fait plus une toile d'araignée plus que des feuillets en dessus au-dessus et en dessous de nos granules d'amidon et donc ça a été largement dégradé. Donc ces bêta-glucanes, on retrouve, certaines céréales qui sont plus riches initialement que ne peut l'être, par exemple l'orge. Donc c'est à surveiller et au besoin, on peut agir dessus, on le verra, par la suite au moment du brassage. Dans la même idée, c'est pas fourni ici, mais il y a également d'autres, ce qu'on appelle les arabinoxylanes, donc c'est, qui elles ont également, un petit peu le même rôle, sauf que celles-ci seront pas beaucoup dégradées pendant le maltage, étant donné qu'elles ont un rôle structurant au niveau de la couche à neurones. Donc la viscosité qui va être une seconde mesure, qui va être, voilà, le résultat finalement d'un certain taux de bêta-glucane et d'arabinoxylane, on peut aussi appeler, pentosane et qui donnera un indice, important pour, pour la filtration qui risque d'être plus ou moins difficile selon, notre résultat au niveau de la viscosité. Le pouvoir diastasique, donc là, c'est l'activité des enzymes amylolytiques, donc qui vont être capables de dégrader l'amidon. Donc là, c'est à nouveau tout le travail, du malteur en amont, d'avoir créé, rendu disponible finalement ces enzymes qu'on va chercher à activer au moment de nos différents paliers, au moment de la macération, lors du brassage. Le concassage. Donc on va faire un contrôle visuel au départ. Donc nous, en tant que brasseur, je vous conseille fortement à l'arrivée de chaque lot, finalement de contrôler, votre malt, déjà visuellement. Donc observez que les grains ne sont pas dépelliculés, qui ne sont pas cassés. On n'observe pas de grains rosés qui pourraient être liés à ce qu'on appelle, fusariosé et fusarium. Voilà, observez qu'on n'observe pas donc également de grains étrangers ou de pièces métalliques. Notre objectif, nous, derrière, ça va être d'obtenir une mouture relativement fine. Donc pour ça, il y aura différents paramètres, qu'on va pouvoir observer liés à notre fiche d'analyse de malt. Donc ça va être typiquement l'humidité, la granulométrie, de notre grain, donc il doit être supérieur à 90 à 2,5 millimètres et 2 inférieur à 2,2 millimètres. Et la friabilité, donc comme je vous l'ai dit, donc qui va avoir un impact également sur la désagrégation de notre grain et sur l'accès pour nos enzymes à l'amidon. Le fait qu'il ne soit pas encapsulé et du coup qu'on puisse le rendre disponible à l'action le plus possible à l'action de notre enzyme en augmentant la surface de contact. Ici, vous avez un exemple, de répartition, en fonction en fonction de notre outil de filtration. Donc ici, on a choisi une cuve filtre. Voilà un petit peu les cibles, qu'on devrait attendre pour une cuve filtre. Donc là, la mouture, l'exemple du pourcentage de mouture en fonction des différentes tailles de mailles, on voit c'est pas une mouture qui est parfaite. Et vous avez donc les cibles, qu'on peut attendre de la qualité de notre mouture pour avoir finalement le plus de chances de récupérer un maximum d'extrait au moment de la macération. Tout en évitant malgré tout, derrière un colmatage, on voit qu'on garde malgré une part suffisamment importante d'enveloppe, donc essentielle au moment de la filtration. La macération, donc là, qu'est-ce qui va être important pour nous? Ça va être le pouvoir diastasique. Donc, la quantité de bêta-amylase, d'alpha-amylase, de dextrinase limite également qu'on aura disponible, dans notre grain. Est-ce qu'on choisit de partir avec un malt Pils 2RP ou du Syrah Hiver, en sachant qu'on aura un pouvoir, diastasique du Syrah Hiver qui sera souvent un petit peu plus important parce qu'on aura plus de protéines.
On va surveiller l'ajout de grains non maltés. Donc, comme je l'ai dit, l'intérêt du malteur, ça va être de produire des enzymes. Donc, quand on apporte, par exemple, des flocons d'avoine, du blé cru, du grits de maïs, au départ, ces enzymes, elles ne sont, on n'en a pas de disponibles. On ne va pas être capable de dégrader finalement notre amidon en sucre simple ou sucre complexe uniquement avec un versement en grains crus. Donc, ce qu'il va falloir calculer, c'est la dilution du pouvoir diastasique qu'on peut avoir initialement avec voilà, tout simplement une base maltée. Faire attention de ne pas trop diluer ce pouvoir diastasique avec des grains non maltés. Palier protéolytique, donc qu'on va chercher à faire, donc palier protéolytique qui permet de dégrader les protéines donc à 50 degrés. Donc, par exemple, si on a un taux important de protéines, et si on a un taux de FAN qui peut être un peu faible. On peut se dire: «Je fais ce palier protéolytique à 50 degrés. On a de la chance en tant que brasseur, c'est également la température, quasiment optimale d'action sur les bêta-glucanes et les arabinoxylanes, donc nos différentes fibres qui peuvent, poser problème au moment de la filtration. Donc si on voit qu'on a une viscosité de notre malt un peu élevé ou alors un taux de bêta-glucane un peu élevé, on peut faire ce palier à 50 degrés pour essayer de baisser, la viscosité de notre mèche. Par contre, faire attention à ne pas faire un palier, d'une durée supérieure à 20 minutes parce qu'à cette même température, à 50 degrés, il y a également une autre enzyme qui fonctionne. Celle-ci, on l'apprécie un peu moins en tant que brasseur, c'est la lipoxygénase, donc qui entraînerait une oxydation, prématurée, des différents lipides qu'on a encore à ce moment-là, dans le malt et donc qui participerait à oxyder votre bière. On va faire attention à corriger notre pH, à avoir un certain taux de calcium également dans notre mèche. Donc oui, le pH à 5,4, c'est le pH de la mèche, ce ne sera pas le pH, de l'eau qu'on mettra au départ. Donc pourquoi un pH particulier? Parce que finalement, notre enzyme, elle a des températures optimales de fonctionnement, mais également un pH optimal. Donc on va chercher à se mettre à ce pH, notamment celui, optimal de la bêta-amylase, qui est notre enzyme, la plus, la plus fragile et finalement une des plus utiles, car c'est elle qui va nous permettre de fabriquer, enfin de dégraner notre amidon en sucre simple. Également le calcium, donc qui est important de surveiller, de connaître notre concentration en calcium, car il va avoir un rôle de cofacteur enzymatique et donc va permettre d'optimiser à nouveau le fonctionnement de nos différentes enzymes. Et bien sûr, après nos différents paliers de saccharification, faire un test à l'iode où là, l'objectif, c'est de contrôler que l'ensemble de l'amidon a été transformé en sucre simple ou complexe. La filtration, donc on l'a vu en amont, la granulométrie aura également, aura surtout finalement un impact au moment de la macération pour être capable de, finalement récupérer, tran transformer l'ensemble de l'amidon disponible au départ dans notre malt. La teneur en bêta-glucane et pentosane aura un impact direct, donc on l'a vu, donc faire, un palier à 50 degrés peut avoir un intérêt. Et les protéines également ont un lien, sur le côté finalement, sur le côté visqueux, de notre mèche également parce qu'il peut avoir une réticulation entre les protéines et les bêta-glucanes qui vont former une sorte de gel et qui se poseront donc des soucis, au niveau de la filtration. Voilà, faire attention au moment de certains versements, donc quand on utilise par exemple, du blé, voilà, d'autres céréales type, du seigle, donc le seigle qui est riche en pentosane, plus qu'en bêta-glucane, donc attention même en utilisant du malt de seigle, les pentosanes n'auront pas été suffisamment dégradés, donc qu'on utilise du seigle cru ou du malt de seigle, il est, fortement conseillé, voilà, de faire ce fameux palier, à 50 degrés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple ajouter ce qu'on appelle de la balle de riz ou de la balle d'avoine et qui permettra de faire un lit filtrant, supplémentaire, par rapport à aux enveloppes de nos céréales pour faciliter la filtration. Attention par contre avec donc, la balle de riz, c'est aujourd'hui c'est pas considéré comme un auxiliaire, technologique,
autorisé en France. Donc, si on utilise de la balle de riz, il faudra le mentionner dans le cas où on fait figurer la liste d'ingrédients, faire figurer balle de riz. On peut utiliser au besoin également, donc tout simplement des enzymes exogènes, donc acheter ces enzymes, sous forme de bidons qui peuvent nous aider à dégrader certaines fibres qui poseraient problème ou un taux excessif de protéines. Et sinon, voilà, la solution, c'est, le piochage, donc avoir, des piocheurs au sein de la salle à brasser qu'on est capable, donc bien sûr de faire tourner, mais aussi de monter, enfin d'ajuster le niveau, la hauteur, la profondeur de notre cuve de filtration. Donc faire des piochages et si vraiment on observe un gros colmatage, arrêter totalement la filtration, essayer de homogénéiser, pardon, le tout, refaire circuler et à ce moment-là, relancer à nouveau, la filtration après. L'ébullition, donc là, on verra que l'extrait finalement qu'on a récupéré en cuve de macération, bah, on va le retrouver dans notre cuve d'ébullition. Le volume, lui, aura peut-être tendance à s'abaisser, mais on aura une concentration qui va augmenter, une densité de notre mou qui va augmenter, entre le début et la fin de l'ébullition. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là à l'ébullition, toujours, c'est, si on n'a pas atteint peut-être la densité, cible, qu'on a plus cherché un volume plutôt qu'une densité au départ, on peut ajuster notre densité en ajoutant, du sucre si besoin, en fin d'ébullition. Et la couleur, donc là, on avait parlé tout à l'heure de la couleur KZ. On peut aussi essayer d'estimer la couleur EBC qu'on aura, au niveau de notre bière, suite à l'ébullition. Donc pour ça, je vais pas détailler, mais il existe une équation qui s'appelle l'équation de Morey, qui nous permet, voilà, d'estimer malgré tout approximativement la couleur, EBC de notre bière, pour des bières souvent comprises entre 20 et 100 EBC. Après, on a un delta d'erreur qui est un peu plus important sur cette formule. Donc voilà, donc pour bien suivre notre brassage, finalement, on a plusieurs choses, qu'on doit être capable de surveiller et sur lesquelles on peut agir tout au long de notre process. Donc pour le concassage, comme je l'ai dit, vérifier la granulométrie de notre mouture, voilà, vérifier qu'on ne retrouve pas d'autres formes de céréales, qu'on ne retrouve pas des cailloux. Donc là, dans un souci, d'éviter de casser votre moulin, qu'on ne retrouve pas des grains dépelliculés, des grains cassés, tout simplement parce que vous aurez sûrement une perte, d'amidon et voilà, avoir un grain cassé dépelliculé, c'est aussi la porte ouverte au développement de différents, charançons sylvains dans votre sac, de malt. La source d'amidon est directement disponible. Donc voilà, il faut surveiller absolument chaque lot qui est réceptionné à la brasserie. Voilà, ne serait-ce que visuellement, en plus de la fiche d'analyse, ça vous donnera déjà pas mal d'informations. Justement de la macération, donc voilà, adapter, son versement entre l'utilisation, par exemple, bah, de malt et de certaines céréales crues. À partir du moment où vous utilisez des céréales crues, type blé, seigle, avoine, on va souvent vous conseiller, fortement de faire un palier à 50°, sans dépasser, 20 minutes à ce palier pour, permettre la dégradation de taux de bêta-glucane ou de taux d'arabinoxylane un peu élevés qui auront un impact direct sur la viscosité de votre mèche et donc sur la qualité et le temps de votre filtration mèche derrière. Ajuster le pH finalement aux conditions optimales, de nos différentes enzymes fonctionnelles. Donc nous, la plus sensible, c'est, la bêta-amylase. Donc s'ajuster à un pH de notre mèche autour des 5,4 pendant la macération. Heu, voilà, pour, être capable d'avoir une dégradation optimale de nos amidons de notre amidon, pardon. Également l'ajout de calcium pour avoir ce cofacteur enzymatique et toujours, optimiser les conditions, environnementales pour nos enzymes. Température d'empesage de l'orge, ça c'est une notion assez importante qui est intéressante de demander au moment de chaque nouvelle, récolte à votre malteur également. Température d'empesage, c'est au moment où finalement, votre amidon on peut le schématiser comme une pelote, une grosse pelote finalement, va un petit peu se dépelletiser, enfin pas dépelletiser pardon, mais, va être rendu plus accessible
Et à ce moment-là, vous allez avoir, comme si vous avez une surface de contact entre les enzymes et la chaîne d'amidon qui augmente une fois que la température d'empesage de l'orge est atteinte. Avec les changements climatiques, avec le réchauffement climatique actuel, on a une température d'empesage qui peut avoir tendance à augmenter d'une année à l'autre. Donc c'est toujours intéressant de demander au moment de l'arrivée d'une nouvelle récolte de malt à son malteur, quelle est la température d'empesage cette année. Et le test à l'iode, bien sûr, qu'on vous conseille fortement de faire une fois que vous pensez avoir fini votre macération. Si vous voyez que vous avez une coloration qui est observable, bah, tout simplement, vous maintenez votre palier d'action de l'alpha-amylase pendant encore 5-10 minutes, vous refaites le test et ainsi de suite. Filtration, donc on l'a vu, ajout de balles de riz, ça peut nous aider. On peut utiliser des enzymes exogènes. Donc par exemple, en amont, déjà à la macération, l'utilisation de bêta-glucanase qui nous permet de faciliter cette étape de filtration si on utilise voilà, des céréales un petit peu trop riches en fibres. Et l'ébullition, donc la formule qui vous permet de calculer plus ou moins le BC de votre bière. Voilà, des logiciels de brassage le font très bien aussi. C'est un petit peu la formule qui se cache derrière tout ça. Et on peut préparer en cas de besoin, voilà, du sucre, dans le cas où on a cherché un volume et finalement qu'on a atteint ce bon volume, mais pas forcément la densité cible au départ. Et ou alors si vous avez une densité un peu plus élevée, vous pouvez diluer votre mou pour tomber à la densité cible. Donc en guise de conclusion, voilà, cette petite présentation, c'était pour, vous rendre compte de l'importance, voilà, de lire une fiche d'analyse de malt, et que, comme dit, c'est pas une simple commodité, c'est quand même une matière première, de la bière et chaque nouveau lot qui va arriver à la brasserie peut avoir des propriétés différentes, des caractéristiques différentes, malgré que ce soit toujours, la même variété, un pils de rang de printemps, et cetera. Donc vraiment important de toujours demander cette fiche produit si elle est pas fournie par défaut par le malteur, lui demander. C'est quelque chose auquel vous avez le droit. Vous n'avez pas de facturation qui vous sera, imposée en cas de demande de cette fiche d'analyse de malt. Donc voilà, l'examiner, essayer d'y être attentif. Du coup, en cas de besoin, bah, essayer d'agir. Est-ce que voilà, j'ai un taux, j'ai un taux de bêta-glucane qui est un peu plus élevé, est-ce que ça serait pas intéressant que je fasse un palio à 50 et idem, j'ai un taux de FAN qui est un peu plus faible que d'habitude. Est-ce que ce serait pas intéressant que je dégrade certaines protéines, pendant ma macération pour récupérer un petit peu de FAN? Donc voilà, vous permettre d'ajuster, directement finalement votre brassage et vos pratiques au bloc chaud. Voilà, savoir adapter ses recettes, donc lié à l'extrait également. Donc, si vous avez un extrait, une friabilité qui est un peu moins importante, vous aurez un peu plus de mal à rendre disponible, l'amidon et il faudra peut-être mettre un petit peu plus de malt au départ ou alors complémenter derrière avec du sucre. Et voilà, identifier les liens entre directs paramètres, donc là, différents paramètres, pardon. Donc la friabilité, comme on l'a vu, qui va être directement lié au pouvoir diastasique et également à la viscosité. Les fans, qu'on va pouvoir lier à la couleur casette, par exemple. On l'a vu avant, donc les bêta-glucanes viscosité qui vont souvent également être plus ou moins liés. Et l'extrait des protéines, comme on l'a vu avec un petit graphe, où plus on a de protéines, plus on risque, d'avoir un extrait finalement qui s'affaiblit. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi, donc d'avoir un avis critique, vis-à-vis de la qualité du malt et ne pas uniquement, regarder le prix. Et voilà, savoir qu'aujourd'hui le malt idem à la brasserie, artisanale, pas mal de malteries, artisanales locales commencent à se développer, fournissent un malt de qualité et donc voilà, ne pas hésiter par moment à comparer différents malts et observer, vraiment comparer directement les fiches d'analyse pour se rendre compte, voilà, quel malt est le plus propice et m'offre un produit, le plus stable, d'une récolte à l'autre, d'un lot à l'autre. Chose qui n'est pas vraiment pas évidente pour le malteur de vraiment, stabiliser le produit. Idem, hein, finalement, il se base sur un cahier des charges fourni au départ par le brasseur.
enfin, initialement intégré par un brasseur pour essayer de s'en rapprocher, mais en fonction de la matière première que lui reçoit, l'orge, il doit ajuster ses barèmes de maltage. Voilà, c'en est tout pour, cette présentation. J'ai été peut-être un petit peu long, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous remercie. Merci Marceau. Je pense que